Bonjour à tous. Le premier inconvénient des plans factoriels complets est leur coût en termes de nombre de traitements distincts à mettre en œuvre. Pour des plans factoriels complets à 2 niveaux, l'étude d'un facteur supplémentaire double le nombre de combinaisons à réaliser. C'est ainsi qu'au-delà de 5 facteurs, les utilisateurs adoptent le plus souvent des plans factoriels fractionnaires. Dans l'expérience que je vais vous présenter, le nombre de traitements distincts a été divisé par 16 par rapport à la taille ou à la dimension du plan factoriel complet, mais cette réduction du nombre d'essais nécessite de faire quelques concessions. Ce premier exemple de plan factoriel fractionnaire appartient au monde du marketing, ce qui montre que l'on peut déployer les plans d'expérience dans de nombreux domaines, parfois insoupçonnés. La réponse dans cette étude concerne le chiffre d'affaires, que l'on positionne à l'extrémité droite de l'arête centrale d'un diagramme d'Ishikawa. On souhaite expliquer la variation de cette réponse en fonction de facteurs qui vont constituer les arêtes latérales de ce diagramme. La norme ISO 3534-3 précise qu'il s'agit de causes potentielles de variation, le but du plan d'expérience étant d'obtenir une hiérarchie de ces causes que l'on qualifiera sous le nom d'effets. On recense dans cette étude 7 causes, telles que la publicité sur des chaînes de télévision, la présence de panneaux publicitaires lors des matchs de la Ligue de football, la diffusion de messages sur les réseaux sociaux, la distribution d'échantillons gratuits préalablement à un match, la publicité sur des chaînes radiophoniques, la nature du packaging des produits vendus et enfin le conditionnement de ces produits. Pour comprendre les effets des facteurs sur la variation du chiffre d'affaires, il convient d'associer différents niveaux à ces derniers. Et l'étude, pour des raisons pragmatiques de mise en œuvre lors de matchs de football, se limitera à la prise en compte de 2 niveaux par facteur. Pour les 5 premiers facteurs, les niveaux choisis sont de type présence-absence. On souhaite ainsi mesurer l'impact de la diffusion de messages publicitaires sur différents supports en préambule ou pendant les événements sportifs, ainsi que l'impact relatif à la distribution d'échantillons gratuits. Les 2 derniers facteurs concernent le conditionnement des produits et se rapportent donc au packaging. Dès lors que l'on dispose du nombre de facteurs et du nombre de niveaux associés à chacun d'entre eux, il convient maintenant de définir le domaine expérimental à partir de l'ensemble des combinaisons réalisables et, chaque fois que cela est possible, je vous invite à représenter schématiquement la géométrie de ce domaine. Lorsqu'on dispose de 3 facteurs à 2 niveaux, les 8 traitements expérimentaux que l'on peut mettre en œuvre sont représentés par les sommets d'un cube. En rajoutant un 4e facteur, il suffit de reproduire le premier cube à la droite du cube précédent. On obtient ainsi une sorte d'altère, les 2 cubes étant positionnés aux extrémités de la barre. Lorsqu'on introduit un 5e facteur, on duplique la figure précédente vers le haut, les cubes élémentaires viennent occuper les sommets d'un carré, et on matérialise ainsi les 32 combinaisons que l'on peut réaliser à partir de 5 facteurs à 2 niveaux. On poursuit la démarche en dupliquant vers la droite le carré précédent, en introduisant ainsi un 6e facteur à 2 niveaux. Pour finir, on duplique la figure précédente vers le haut et on matérialise ainsi les 128 traitements distincts potentiels du domaine expérimental définis à partir des 7 facteurs de l'étude auxquels on a associé 2 niveaux. Si l'on mettait en œuvre l'ensemble de ces traitements, on réaliserait un plan factoriel complet, dont on comprend vite son impossibilité de mise en œuvre lors d'une seule journée d'un championnat footballistique, car il conviendrait de trouver dans ce cas 128 stades de football. Le nombre de ressources étant limité, je vous renvoie ici à la définition d'une expérience, il convient d'extraire de ce domaine expérimental un nombre à la fois nécessaire et suffisant de combinaisons distinctes les plus représentatives de ce vaste domaine, afin de
mieux comprendre le rôle des facteurs sur la variation du chiffre d'affaires. La représentation du domaine expérimental permet de mieux comprendre pourquoi il convient de ne pas faire varier un seul facteur à la fois, toutes choses égales par ailleurs. Cette stratégie est représentée par l'acronyme OFAT. Cette approche semble pourtant séduisante puisque elle est facile à construire, comme le rappelle le tableau présenté à l'écran. Partant d'un traitement de référence, par exemple le traitement 1, qui associe les premiers niveaux de chacun des facteurs, on effectue, ligne par ligne, un seul changement de niveau. On obtient ainsi d'une part le nombre de combinaisons à mettre en œuvre, à savoir ici 8 combinaisons expérimentales, et d'autre part, on connaît maintenant la nature de ces combinaisons. Mais si l'on positionne les 8 traitements au sein du domaine expérimental, un regard honnête de la figure suffit à dire que les 8 combinaisons ainsi matérialisées sont loin de représenter un échantillon représentatif de ce vaste domaine. Il convient donc de faire mieux, mais comment peut-on faire mieux? Eh bien, tout simplement en adoptant un plan factoriel fractionnaire. Dans cet exemple, les auteurs ont adopté une fraction régulière du plan factoriel complet, à savoir le 16e des 128 traitements potentiels. D'où la notation 2 puissance 7 moins 4. Le chiffre 2 indique que l'étude des effets des facteurs s'appuie sur 2 niveaux par facteur. Le chiffre 7 rappelle le nombre de facteurs dans cette étude. Et le chiffre 4, lorsqu'on le rapporte sous la forme de 2 puissance 4, indique que l'on va retenir un 16e de l'ensemble des combinaisons potentielles, soit 8 traitements distincts. Les traitements retenus dans le plan factoriel fractionnaire sont maintenant matérialisés au sein du domaine expérimental et tout en représentant un échantillon de petite taille. Ils offrent une couverture plus uniforme de ce domaine par comparaison avec la stratégie visant à faire varier un seul facteur à la fois, toutes choses égales par ailleurs. Ces 8 traitements expérimentaux constituent un arrangement orthogonal, ce qui peut se traduire par un échantillon parfaitement représentatif et équilibré au sein du domaine. Pour vérifier les propriétés d'orthogonalité, sans faire appel aux outils matriciels de l'algèbre linéaire, il convient de compléter des tableaux de contingence que l'on peut construire à partir de chaque paire de facteurs. Lorsqu'on retient, dans cette illustration, le niveau G1 du facteur G, on voit apparaître 4 traitements. Parmi ces traitements, 2 sont réalisés à partir du niveau F1 du facteur F, ce sont les traitements T4 et T6. Les traitements T1 et T7 sont quant à eux réalisés à partir du niveau F2 de ce même facteur. En reproduisant cette analyse pour le niveau G2 du facteur G, on peut ainsi compléter le tableau de contingence entre le facteur F et le facteur G. Lorsque les cellules de chacun des tableaux de contingence sont remplies par une constante, alors la propriété d'orthogonalité est satisfaite. Mais que traduit cette propriété? D'une part, elle garantit un échantillon parfaitement représentatif pour l'estimation des paramètres d'un modèle donné. Et d'autre part, elle garantit une estimation indépendante de ces paramètres et donc une estimation indépendante des effets des facteurs. Par ailleurs, dans le cadre des modèles additifs sous-jacents à l'estimation des effets des facteurs, les propriétés d'orthogonalité permettent l'estimation des effets à partir de simples calculs et comparaisons de moyennes arithmétiques. Pourquoi donc se priver des propriétés d'orthogonalité lorsqu'elles ne conduisent pas à un nombre de traitements distincts dépassant les ressources allouées à une étude? En superposant les cubes élémentaires constituant le domaine expérimental, on retrouve les 8 sommets d'un cube dont la disposition rappelle les 8 traitements d'un plan factoriel complet associés à l'étude de 3 facteurs à 2 niveaux.
On va partir de ce constat pour illustrer la construction du plan factoriel fractionnaire utilisé par les auteurs dans cette étude. Comme on l'a déjà signalé, l'espace mathématique au sein duquel on fait des calculs nécessite de travailler avec des variables adimensionnelles. Frank Getz a proposé une notation astucieuse. Lorsqu'on est en présence de deux niveaux par facteur, la valeur -1 est associée au premier niveau des facteurs, tandis que la valeur +1 est associée au second niveau. On complète ainsi, à partir de cette relation de codage, les colonnes d'un tableau que l'on appelle matrice de plan ou encore matrice du modèle. Les cellules de la première colonne sont complétées par la valeur +1 afin d'estimer plus tard la constante du modèle. Les trois colonnes suivantes permettront d'estimer les coefficients associés aux effets principaux des facteurs ABC. Lorsqu'on souhaite estimer les interactions entre les facteurs, on complète les colonnes restantes de la matrice du modèle en faisant des multiplications. Par exemple ici, en multipliant les valeurs de la colonne XA et de la colonne XB, cette nouvelle colonne permettra d'estimer l'interaction double AB. De même pour l'interaction AC, pour l'interaction BC et même pour l'interaction ABC. Construire un plan factoriel fractionnaire consiste à faire l'hypothèse que les actions d'ordre élevé sont négligeables par rapport aux seuls effets principaux. Cette hypothèse comporte des risques, mais lorsque on admet cette hypothèse, on va pouvoir associer la colonne correspondant à une interaction d'ordre élevé à l'estimation d'un nouveau facteur. Ainsi, la colonne construite à partir du produit des valeurs reportées dans les colonnes XA, XB, XC permettra d'estimer l'effet du facteur G. Il en va de même à partir des autres colonnes, qui permettaient le calcul des interactions dans le plan factoriel complet. Et voilà donc, dans l'espace mathématique, l'origine des 8 combinaisons particulières formant le plan factoriel fractionnaire retenu par les auteurs de cette étude. Même si ces 8 combinaisons forment un arrangement orthogonal et garantissent donc un échantillon représentatif pour une estimation indépendante des effets des facteurs, le passage de 128 traitements distincts au sein du domaine expérimental à seulement 8 combinaisons expérimentales dans le cadre de l'étude ne peut pas se faire au détriment de risques associés à l'hypothèse précédemment évoquée. Ces risques renvoient à un vocabulaire spécifique qui demande du temps pour être bien assimilé lorsqu'on découvre les plans d'expérience. Tout d'abord, on parle de concomitance. Pour illustrer cette définition, on rappelle que la colonne, intitulée désormais XD, était à l'origine destinée à l'estimation de l'interaction double entre les facteurs A et B. De même, la colonne intitulée XG était destinée, préalablement, à l'estimation de l'interaction entre les trois facteurs ABC. Cette approche implique donc la création de confusions que l'on regroupe sous le terme d'alias. Ainsi, l'effet du facteur A est confondu avec les interactions doubles BC, CE, FG et naturellement un grand nombre d'interactions d'ordre supérieur. J'ai rapporté ici la liste des aliases par rapport aux 7 facteurs de cette étude. Derrière les effets principaux, se cachent des confusions et des effets confondus, puisque des interactions doubles vont être associées à l'estimation des effets principaux. Mais n'oublions pas qu'on a fait une hypothèse. Ces interactions devraient être négligeables. Il existe des classes de résolution de plans d'expérience factoriel fractionnaire, le mot résolution étant repris au vocabulaire de la métrologie, et on va retranscrire cette définition dans le domaine des plans d'expérience. Il existe différentes classes de résolution identifiées par des chiffres romains. Dans un plan de résolution 3, les effets principaux ne sont pas confondus avec d'autres effets principaux.
c'est une chance, mais au moins un effet principal est confondu avec une interaction double. C'est le cas dans cette étude, et nous sommes donc en présence d'un plan d'expérience de résolution 3. Pouvait-on faire mieux? Sûrement oui, mais pour plus cher. On trouve dans les livres, et parfois dans les logiciels, le tableau suivant. Chaque colonne correspond à un nombre de facteurs donnés, ici entre 2 et 7 facteurs. Les lignes de ce tableau correspondent au nombre de traitements distincts envisagés dans le plan d'expérience. Ce nombre se traduit par une puissance de 2, puisque deux niveaux sont affectés à l'estimation des effets des facteurs. Les cellules blanches, sur la diagonale de ce tableau, correspondent au nombre de traitements distincts d'un plan factoriel complet. On constate immédiatement qu'au-delà de 5 facteurs, les ressources associées à une étude risquent d'être insuffisantes pour assurer la mise en œuvre d'un plan complet. On envisage donc de mettre en œuvre une fraction du plan complet en ayant conscience de la perte d'information qui peut en résulter. Les cellules coloriées en vert correspondent à des plans factoriels fractionnaires représentant la moitié du plan complet. En présence de 5, 6 ou 7 facteurs, ces plans présentent une résolution élevée, supérieure ou égale à 5, ce qui veut dire que les effets principaux ne seront jamais confondus avec une interaction double. Ces plans d'expérience sont naturellement très recommandables, mais peuvent souvent représenter une dépense élevée. Dans le cadre de cette étude, pour une telle résolution, il conviendrait de mettre en œuvre 64 traitements distincts, ce qui est naturellement impossible car on ne dispose pas d'autant d'unités expérimentales. Les cellules coloriées en jaune permettent de réduire encore la dépense expérimentale en fractionnant un peu plus le plan factoriel complet. On aboutit ainsi à des plans factoriels fractionnaires de résolution 4 pour lesquels les effets principaux ne sont jamais confondus avec des interactions doubles. Mais, car il y a un mais, les interactions doubles peuvent être confondues entre elles. Les plans de résolution 4 mettant en œuvre soit 8, soit 16 traitements distincts constituent souvent une première approche que l'on peut compléter par la suite par des techniques dites de fold-over ou de repli afin d'obtenir une résolution supérieure. Mais ici encore, dans ce plan d'expérience associé à une étude de marketing, un plan de résolution 4 nécessiterait 16 unités expérimentales, soit l'investissement de 16 terrains de football et une organisation jugée trop lourde à mettre en œuvre. Il reste dans ce tableau des cellules coloriées en rouge, couleur qui rappelle au moins le danger, si ce n'est l'interdiction. Dans un enseignement académique, des plans d'expérience, on ne peut que recommander de fuir de tels dispositifs expérimentaux. Il n'en va pas toujours ainsi dans l'espace industriel, au sein duquel des ressources limitées, parfois associées à des contraintes de mise en œuvre, ne laissent pas d'autre choix que de recourir à des plans de résolution 3. C'est le cas dans cet exemple, et il faut être bien conscient des risques dans l'interprétation des résultats, risques liés à la confusion des actions. Ce choix sera toutefois toujours meilleur que la stratégie qui consiste à faire varier un seul facteur à la fois, toutes choses égales par ailleurs. On va aborder maintenant et rapidement l'analyse des résultats. De manière classique, on dispose de variations imposées pour les facteurs à partir de la mise en œuvre d'un plan d'expérience, et en regard, on dispose des variations observées pour la variable de réponse. Le modèle additif, sous-jacent à la construction du plan factoriel fractionnaire, va permettre de relier les causes aux effets. Je reste personnellement favorable à l'idée de construire en premier lieu la fonction de répartition empirique des valeurs mesurées pour la réponse, puis d'habiller le nuage de points ainsi obtenu par des couleurs suivant les niveaux d'un facteur. Par exemple, les points correspondant à l'absence de publicité à la télévision sont représentés par des points gris, tandis que les points orange représentent les traitements expérimentaux ayant donné lieu à une publicité télévisée. Sur ce même graphique figurent des traits verticaux
qui matérialise le niveau moyen de la réponse pour chacun des deux sous-ensembles de points. La différence entre ces deux moyennes représente l'effet principal du facteur étudié. La synthèse de cette première analyse, facteur après facteur, est représentée à partir du tracé des effets principaux, expression un peu galvaudée en raison de la résolution du plan factoriel fractionnaire utilisé. Mais l'analyse de ce graphique, si l'on accepte l'hypothèse d'interaction négligeable, permet d'obtenir une première hiérarchie des effets des facteurs. Deux effets positifs ressortent. La diffusion de publicité à la télévision, c'est le facteur A, et l'interaction sur les réseaux sociaux, c'est le facteur C. Ces deux facteurs, lors d'un changement de niveau, ont permis l'augmentation du chiffre d'affaires. De façon peut-être surprenante, la distribution d'échantillons gratuits, il s'agit du facteur D, n'a pas incité à une dépense supplémentaire de la part des potentiels clients, ce qui se traduit par un effet négatif sur le chiffre d'affaires. Lorsque les facteurs ne présentent que deux niveaux, et lorsque le nombre de ces facteurs devient important, il est plus opportun de restituer l'information sous la forme d'un diagramme à barres appelé représentation de Pareto. On classe alors les contributions des facteurs à expliquer par ordre décroissant. Ainsi, un changement de niveau pour le facteur ayant le plus d'effet contribue à expliquer un peu plus de 53% des variations observées pour le chiffre d'affaires. On se doit donc d'interagir en priorité sur les réseaux sociaux. De même, le deuxième facteur par ordre d'importance décroissante contribue à expliquer presque 37% des variations observées pour le chiffre d'affaires. À eux deux, ces facteurs contribuent à expliquer 90% de ce chiffre d'affaires, et c'est donc sur ces facteurs que doit porter toute l'attention au niveau de la communication de l'entreprise. Pour donner suite aux deux premiers exemples d'application de plan d'expérience dans cette série de capsules vidéo, avec un objectif d'estimation des effets des facteurs à deux niveaux, je présenterai dans la prochaine capsule vidéo un plan d'expérience pour lequel les facteurs présentent trois niveaux. Ce sera également l'occasion d'aborder un problème d'ingénierie robuste en faisant appel à la méthode proposée par Genichi Taguchi.